Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense. Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres. Elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir à toutes et à tous auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Adrien Fedeli, on n'a pas bougé d'un millimètre pour cette émission, cette 24e de la saison 5 du Campus Sport Club. On vient de sortir tout de suite d'une soirée de Ligue des Champions, on vient de revenir aux commentaires sur Liverpool, Paris Saint-Germain, mais aussi sur Atlético Madrid, Barcelone avec les qualifications donc du Paris Saint-Germain avec sa victoire 2-0 sur la pelouse des Liverpooliens à Anfield, et la qualification dans la douleur de l'Atlético Madrid à domicile face au FC Barcelone, défaite 1-2 des Colchoneros, mais qui se qualifie quand même pour le dernier carré grâce à leur victoire 2-0 du match aller au Camp Nou. Pour revenir sur tout le reste de l'actualité sportive de cette semaine, ils sont toujours là, ils sont toujours bien présents. Marin, Maxence, Arthur et Malo, comment vous allez tous les quatre après cette petite soirée là? On s'est prêté au jeu du commentaire, je sais pas ce que vous en pensez. C'était vraiment super, en tout cas ça fait un très bel échauffement pour l'émission de ce soir et non, franchement c'était une expérience incroyable. Moi c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc très très content d'avoir pu le faire, et si c'est à refaire je le refais tous les jours. C'est pas un échauffement là, parce qu'il faut se donner, pendant 2 heures on a dû se donner. Je sais pas ton ressenti Maxence, t'as pas l'air crevé toi, t'as l'air serein. Non ça va, je partage les mêmes sentiments que Marin, c'était un superbe moment, surtout moi qui m'oriente sensiblement vers le commentaire sportif si possible, donc très bon moment partagé à tes côtés Marin, et à vos côtés aussi Arthur et Malo. Ouais, j'aurais espéré avoir un peu plus de buts, je pense que c'est la fausse de Malo ce soir, mais ils n'ont pas été c'est vernis, pas grave, je changerai de duo la prochaine fois. Malheureusement, c'est dommage, mais vraiment super moment à vos côtés. On a eu des buts, mais hors jeu. C'est dommage. C'est vrai. Pour rappel, Arthur et Malo qui ont pu commenter la première période Liverpool-PSG avec aucun but à se mettre sous la dent. Ils ont pu enchaîner avec la seconde période d'Atlético Madrid-Barcelone avec là encore aucun but, mais un carton rouge. Et du sang. C'est déjà ça. Et du combat. Et voilà, il y a quand même eu des petites choses à se mettre sous la dent, mais c'est Marin et Maxence qui ont eu le gros du travail ce soir. En tout cas, nous, on va pouvoir revenir, donc comme d'habitude, avec les résultats des derniers jours et du week-end passé avec Arthur. Et on va pas parler forcément de Ligue des Champions, on va pouvoir parler du reste tout de suite après son jingle. Vous n'avez pas suivi les derniers résultats sportifs? Pas de panique, on fait le recap dans le CSC. Avec encore un peu de football, il fallait quand même qu'on en parle. Il y avait l'équipe de France féminine ce soir qui jouait un nouveau match de qualification à la Coupe du Monde 2027, et c'était face aux Pays-Bas, et ça s'est pas si bien passé que ça pour les Françaises, Arthur. Effectivement, c'est pas si bien passé puisque les Françaises se sont inclinées 2-1 en terre hollandaise. Les Bataves ont ouvert le score de la 11e minute par Van Hasten et ont doublé la mise par Brugge à la 61e. Juste avant, Sandy Baldimore avait réduit l'écart, mais cela n'a pas suffi. Au classement, les Françaises se retrouvent 2e avec 6 points, derrière les Pays-Bas avec 7 points, mais toujours devant l'Irlande avec 3 points et devant la Pologne avec 1 point. Ce groupe de 4, c'est la première place seulement qui accédera directement à la Coupe du Monde féminine. Les autres devront passer par une forme de barrage. En tout cas, la France est concernée pour l'instant, mais on vient de ne jouer que les 3 premiers des 6 matchs de cette phase de groupe. Pour le mondial, il y avait aussi du football, bien sûr, chez nous en France, avec la Ligue 1 qui s'est déroulée ce week-end. Et un week-end de Ligue 1 pauvre en match, mais riche en sensations encore une fois, Arthur. C'est ça, riche en sensations, surtout pour les nordistes et les fans du LOSC, puisque ce dimanche, le Lille Olympique Sporting Club jouait contre Toulouse. Un match qui n'a pas trop posé de problème, puisque les hommes de Bruno Genesio se sont imposés 4-0. Malgré une grosse situation toulousaine qui a débouché sur un poteau au quart d'heure de jeu, nos Lillois se sont vite remis à l'endroit grâce à une frappe déviée de Thomas Meunier à la 23e minute qui est venue récompenser la domination des Dogs. C'est juste après la mi-temps, à la 48e minute, que le match a basculé. Mathias Fernandez Pardo, en feu en ce moment, parfaitement lancé en profondeur par Nabil Bentaleb, a été bousculé par le Toulousain Marc Mackenzie alors qu'il partait vers le but. Carte rouge et sanction immédiate sur le coup franc à l'entrée de surface tiré par Romain Perrault. En supériorité numérique, le LOSC a déroulé.
Mathias Fernandez-Pardo et Olivier Giroud sont venus alourdir le score. Grâce à ce succès, Lille a conservé sa 3e place pour 1 point d'avance sur Marseille. Les Phocéens se sont eux imposés 3-1 vendredi face à la Lanterne Rouge Metz. Sur 2 comptes parfaitement joués, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Pachao ont mis les Olympiens devant. Puis dans la foulée du 2e but, à la 49e minute, le Géorgien Georgi Titalvili a profité d'une faute de main de Rouli dans un angle fermé pour relancer les Grenats. Ahmed Junior Traoré est venu inscrire le 3e but dans le temps additionnel pour sceller le succès olympien. Derrière Marseille, Lyon et Rennes ont eux aussi fait le job. Les Lyonnais se sont imposés sans trembler 2-0 face au FC Lorient. Un succès qui s'est dessiné en seconde période grâce aux entrées d'Hendrick et de Corentin Tolisso. Le premier cité est presseur décisif pour Roman Yeremchuk à la 49e minute. Tolisso s'est lui chargé de faire le break juste avant l'heure de jeu. Les Rennais l'ont eux emporté 2-1 à la maison contre Angers. La différence s'est faite en première période avec un contre son camp du défenseur angevin Mathis Louer et un super lob de Moussa Altamari. Le SCO a réduit le score à la 65e grâce à Proper Peter et a eu l'occasion d'égaliser sur penalty, mais un grand Brice Samba a détourné la tentative d'Amis Bailly à 10 minutes du terme. Dans la course à la Ligue des Champions, seul l'AS Monaco s'est incliné 4-1 en ouverture de cette journée sur le terrain du Paris FC. Un doublé de l'ancien Lillois Jonathan Ekoné, un magnifique mouvement collectif conclu par Ciro Immobile et un missile en lucarne du jeune Luca Coleocho ont eu raison des Monégasques. Au classement, le Paris Saint-Germain reste en tête avec 63 points et un match de retard sur Lens, 2e avec 59 points mais 2 matchs de moins sur Lille, 3e avec 53 points. Les Lillois ont donc 1 point d'avance sur Marseille, 2 sur Lyon, 3 sur Rennes et 4 devant Monaco 7e et premier non européen. En bas du classement, Auxerre est 16e et barragiste et conserve 5 points d'avance sur Nantes, premier relégable, après leur triste nul 0-0 le week-end dernier. Metz ferme la marche en 18e position avec 15 points seulement. Alors moi j'ai une petite question pour vous. Voyez-vous Lille garder cette dynamique actuelle et terminer la saison sur le podium ? A priori, le podium était plutôt annoncé pour Marseille au vu de son calendrier et il faut croire que Lille en profite plutôt bien. Moi j'ai plutôt de voir que Lille a les cannes pour tenir ce podium et a priori aussi Bruno Genesio est du genre à bien finir ses saisons en championnat avec ses équipes. D'après les échos que j'ai de mes collègues journalistes à La Voix du Nord, puisqu'ils m'envoient les billes et moi je fais semblant de les avoir comme ça. Non, je vais pas mentir. Lille 3e ou 4e, on rappelle que c'est les places pour la Ligue des Champions. Très gros enjeu aussi budgétairement pour le LOSC. Est-ce que ça ne vous surprendrait pas de voir Lille terminer 3e derrière a priori Lens et le Paris Saint-Germain ? Moi personnellement pas du tout, après je suis peut-être un peu biaisé parce que je supporte le LOSC, mais avec tous les retours de blessures que le LOSC enregistre sur cette fin de saison, ça peut complètement le faire pour cette 3e place et ce podium. Pourquoi pas même chercher la 2e place si Lens enchaîne les contre-performances sur cette fin de saison, mais on va rester sur nos acquis et une 3e ou même une 4e place si jamais il y a un mauvais résultat face à Monaco pour la 33e journée de Ligue 1 il me semble, qui arrive très bientôt, donc on verra. Et quand on voit le calendrier surtout du LOSC, ça me paraît très très faisable. Il nous reste seulement un match chaud avec l'AS Monaco. Et sinon, quand même, le calendrier qui paraît assez abordable. On joue Auxerre encore, il me semble. Peut-être le Havre aussi. Paris FC, franchement, Paris FC, ce sera quand même un peu plus chaud. Mais franchement, je vois le LOSC terminer 3e au moins et continuer comme ça. Mais c'est sûr que derrière, c'est chaud. Et l'AS Monaco qui a montré des signes de faiblesse en encaissant une drôle de défaite 4-1 sur la pelouse du PFC. Même Antoine Comboiré, le nouvel entraîneur du PFC, était surpris. Il dit, je ne m'attendais pas du tout à remporter le match de cette manière et de la sorte. Et pourtant, du coup, ça permet de encore rebattre pas mal de cartes avec Lille. Donc 53, Marseille 52, Lyon 51, Rennes 50 et Monaco 49 points. C'est assez fou comme scénario aussi qu'on a au classement de cette Ligue 1. À noter quand même que Lens et Paris n'ont pas joué. Je l'avais évoqué Arthur, report du choc qui a permis aux Parisiens de se reposer. Et on a vu ce soir que ça leur a permis aussi peut-être de consolider cette victoire à Liverpool. On enchaîne avec... on en finit avec le football, on en a eu une belle dose ce soir. On va parler cyclisme avec l'Enfer du Nord qui s'est tenu dimanche, exclusivement dimanche, avec toutes les courses qui s'étaient déroulées ce jour-là, Arthur. Et on a eu droit à de magnifiques finishes là aussi. Et oui, effectivement, les 4 courses se sont déroulées le dimanche et Paris-Roubaix a tenu toutes ses promesses. Le Paris-Roubaix masculin a vu s'imposer l'un des coureurs les plus malchanceux et méritants du peloton, le Belge Wout van Aert. Après le triomphe du coureur de 31 ans, la reine des classiques a été à la hauteur de sa légende, en jouant des tours à de nombreux coureurs. Cela a commencé par le champion du monde Tadej Pogačar qui a crevé à 120 km de l'arrivée. Heureusement pour lui, le Slovène a pu rentrer dans le peloton juste avant la trouée d'Arenberg. Ce terrible secteur s'est en revanche révélé impitoyable pour le tenant du titre, Mathieu Van Der Poel. Victime d'une crevaison dès l'entrée de la trouée,
puis d'une seconde alors que son coéquipier Tibor Del Grosso lui avait donné sa roue, la poisse. À la sortie d'Arambert, le grand favori s'est retrouvé à plus de 2 minutes de la tête de la course. Van Aert et Pogačar, indemnes, se sont ensuite échappés seuls en tête à 53 km de l'arrivée. Van der Poel, admirable de panache, est lancé à leur poursuite et est revenu jusqu'à 20 secondes du haut sans jamais les rattraper. Dans ce duel avec le Belge, Pogačar a tout essayé pour distancer Wout van Aert dans le Canfranc à Pével, puis au carrefour de l'Arbre, mais le Belge était trop puissant. La victoire s'est donc disputée dans un sprint à 2 au Vélodrome de Roubaix. Et à ce petit jeu-là, le Flamand a déposé le quadruple vainqueur du Tour de France pour venir s'offrir son deuxième monument après Milan-San Remo 2020 et son premier monument flandrien. Son compatriote Jasper Stuyven complète le podium devant un Mathieu Van Der Poel héroïque dans la défaite. Et le Français Christophe Laporte, qui aura parfaitement tenu son rôle d'équipier, finit 5e. Une course qui restera sans doute dans les annales. Quant à Pogačar, le champion du monde s'incline pour la première fois de la saison et continue de courir après Paris-Roubaix, le dernier monument qui lui reste à conquérir. Moi j'ai une deuxième question, est-ce la plus belle victoire de la carrière de Wout van Aert ? Moi, je pense que c'est la plus belle. Van Aert, il a des victoires magnifiques sur le Tour de France. Il a gagné avec le maillot jaune. En ce sens-là, si Van Aert était un coureur français, ça n'aurait peut-être pas été la plus belle victoire de sa carrière. On aurait dit gagner le double Ventoux, gagner sur les Champs-Élysées. On aurait pu dire tout ça. Mais Van Aert, c'est un coureur belge, c'est un coureur flandrien, c'est un coureur dont la passion c'est de courir ces classiques-là, c'est vraiment ce qu'il aime le plus. Et il en a été privé tellement de fois, même cette saison, on a vu à travers la Flandre, il s'est fait rattraper par Filippo Ganna à moins d'un kilomètre de l'arrivée, c'était terrible pour lui. Et donc c'est une victoire qui est la plus grande pour lui à plusieurs titres, déjà parce que le prestige de gagner un Paris-Roubaix, c'est une des plus grandes courses du calendrier. En plus, pour un Belge, gagner une course flandrienne, et puis pour lui, toute l'histoire qu'il y a derrière, toutes ces années de galère, alors que Van Aert, il en a quand même couru beaucoup des Paris-Roubaix. En 2019, il était déjà là, ça on en parlera tout à l'heure, mais c'est un coureur très méritant, et puis qui a souvent joué de malchance, donc pour une fois, toutes les étoiles étaient alignées, et je suis très heureux pour lui qu'il ait gagné. Je pense que toute la planète cycliste est heureuse. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'a priori, c'est plus que les Belges, plus que nous, les fans français aussi, c'est le monde du cyclisme qui s'est émerveillé, s'est réjoui de cette victoire. Alors, Tadej Pogačar était tout aussi méritant. On l'a vu attaquer au début du carrefour de l'Arbre. On savait que c'était le dernier secteur sur lequel il pouvait peut-être essayer de faire peur à Van Aert et créer une différence. Et on a vu cette roue, là, cet écart qui a failli le faire chuter. Ça aurait pu être dramatique pour lui. Il a dû se rattraper. À mon avis, ça l'a tout de suite calmé. Cette tentative peut-être à 15 km de la ligne, et Van Aert une fois arrivé dans le Vélodrome, est-ce que vous aviez eu un doute, je sais pas si perdre au sprint là-dessus, Van Aert avec le mort de faim qu'il est, on aurait eu du mal quand même à l'imaginer peut-être. On ne sait jamais sur ces classiques-là. On se rappelle en 2021, il y avait eu sur le Tour des Flandres un sprint entre Casper Asgreen et Mathieu Van Der Poel. Casper Asgreen qui est vraiment un rouleur, normalement vraiment un fer à repasser au sprint. Et sauf qu'il avait réussi à le plier parce que les courses aussi longues que le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, elles sont tellement fatigantes qu'on ne connaît jamais l'état des coureurs à l'arrivée. Après, moi, j'ai vu vraiment, à partir du moment où Pogačar a chassé de la roue dans le carrefour de l'Arbre et que Van Aert s'est accroché, j'ai senti une telle détermination chez lui. Je me suis dit qu'il irait la chercher quoi qu'il en soit. Et c'était au-delà du physique. J'ai senti que mentalement, il se disait qu'elle était pour lui. Et à l'inverse, Pogačar, je l'ai senti perdre confiance à ce moment-là. Déjà parce qu'il a perdu beaucoup de vitesse en chassant de la roue. Forcément, c'est très difficile de relancer en plus sur un secteur aussi dur que le carrefour de l'Arbre. Il savait à ce moment-là qu'il pouvait plus lâcher Van Aert. Et puis aussi, quelque chose qu'on oublie souvent dans Paris-Roubaix, on dit souvent pour faire Roubaix, il faut être un coureur très puissant, très endurant, très solide sur son vélo, mais il faut aussi être un coureur très habile. Et Van Aert, il vient du cyclocross. Et donc, négocier des secteurs pavés, c'est beaucoup plus facile pour lui que pour un Pogačar qui, même s'il est le meilleur coureur du monde, même s'il est le meilleur dans quasiment tous les domaines, cet aspect technique-là lui a peut-être fait défaut cette année. Comme l'année dernière, on se rappelle, il avait aussi chuté dans un virage, dans un secteur pavé. Et donc, c'est peut-être, non pas le physique, mais la technique qui pêche pour Pogačar sur Paris-Roubaix. Face aux deux monstres du cyclocross, en tout cas, il a eu du fil à retordre, ce brave Tadej Pogačar. Il y avait aussi une course féminine donc ce dimanche, et pas de victoire française comme l'an dernier avec le sacre de Pauline Ferrand-Prévot qui est quand même sur le podium, Arthur. Et oui, pas de victoire française puisque c'est Franziska Kor qui s'est imposée, là aussi au sprint devant la néerlandaise Marianne Vos. Avant cela, Pauline Ferrand-Prévot qui s'est alignée sur la course pour soutenir sa coéquipière endeuillée par la mort de son père, a dynamité la course avec une attaque tranchante à 45 km de l'arrivée. Après s'être débarrassée de la championne de Hongrie Blanka Bass, Franziska Kor, la coureuse de la FDJ Suez, s'est retrouvée seule face aux deux Visma Lease Bike.
En infériorité numérique, elle a parfaitement géré, en distançant plusieurs fois la dernière vainqueur de Tour de France, puis en battant Vos pour quelques centimètres sur la ligne. La double championne d'Allemagne signe ici le plus grand succès de sa carrière, elle qui n'avait jamais remporté de monument. Après le succès de Demi Vollering sur le Tour des Flandres, l'équipe FDJ Suez conclut parfaitement sa campagne de classique flandrienne. Pour rester sur une victoire d'une équipe française, partons au sud, sur le Tour du Pays Basque, et c'est le prodige français Paul Sexas qui s'est imposé. Il devient ainsi le premier Français à remporter une course à étapes World Tour depuis 2007 et le succès de Christophe Moreau sur le Critérium du Dauphiné. Sexas a frappé fort d'entrée en s'imposant lors du contre-la-montre inaugural dans les rues de Bilbao avec 23 secondes d'avance sur un autre Français, Kevin Vauquelin. Il a remis ça le lendemain en partant à 26 km de l'arrivée et signé un doublé en solitaire. Le Lyonnais de Decathlon CMA-CGM a aussi remporté la 5e étape à l'issue d'un sprint avec l'Allemand Florian Lipovic, son dauphin à l'arrivée de la course avec 2 minutes 30 de retard. A noter également la superbe victoire du Français Axel Laurence lors de la 3e étape mercredi. Tout à fait. On va rester dans le sud-est, mais on est obligé de passer par faire un petit détour par l'Ovalie, Arthur, aussi dans les résultats. Et oui, ce week-end, pas de top 14 puisque c'était un week-end de Coupe d'Europe et le choc des quarts de finale de Champions Cup Bordeaux-Toulouse a tenu toutes ses promesses. La revanche de la demi-finale de l'an passé a une nouvelle fois vu triompher les Bordelais, cette fois-ci sur le score de 30-15. Les coéquipiers d'Antoine Dupont avaient pourtant parfaitement entamé leur rencontre, malgré un essai du talonneur bordelais Maxime Lamotte à la 23e minute. Romain Tamac 2 minutes plus tard, puis Thomas Ramos à la 40e minute ont permis aux Toulousains d'ensuite mener 12-5. Le tournant du match est intervenu peu de temps avant, à la 37e minute, lorsque Dorian Aldeguerri a percuté à la tête Damien Penaud. Le pilier droit toulousain a écopé d'un carton rouge de 20 minutes, et à la fin de ces 20 minutes, c'est Antoine Dupont qui est sanctionné d'un carton jaune pour un croche-patte. Bordeaux ne s'est pas fait prier pour sanctionner l'indiscipline toulousaine et a inscrit 3 essais en seconde période. L'œuvre de Mathieu Jalibert, Ben Tameifuna et d'Arthur Rottière pour clore tout suspense et envoyer leur équipe en demi-finale. L'autre équipe française engagée dans ces quarts de finale, le RC Toulon, a réalisé un sacré exploit samedi en allant s'imposer 29-22 à Glasgow, jusque-là invaincu dans la compétition et depuis près d'un an à domicile. Dans ce match indécis jusqu'au bout, les Toulonnais ont été héroïques et très solidaires en défense. Avec cette victoire, Toulon est de retour en demi-finale de Champions Cup pour la première fois depuis 2015 et le dernier de ses 3 titres. Ouais, on se rappelle Toulon qui avait signé un triplé de Champions Cup 2013, 2014, 2015. Ça fait plaisir de revoir le RCT à ce niveau. L'UBB qui tient la route, le champion en titre, qui sort encore une fois Toulouse. Est-ce que l'UBB peut encore une fois aller au bout et signer un doublé du coup Moi, je pense que Pardon, excuse-moi. Je pense que le plus dur, c'était ce match-là. En fait, on a assisté vraiment à la finale avant l'heure pour moi. Bordeaux a fait un match magnifique. Et je trouve aussi peut-être que Toulouse a peut-être péché par son orgueil. C'est peut-être pas assez remis en cause dans son jeu, parce que les Bordelais ont su exploiter toutes les failles de Toulouse. Tout ce qui faisait la force du jeu toulousain a été anéanti par les Bordelais, notamment tout ce qui concerne les ballons portés. Les Toulousains ont été anéantis à chaque fois. J'avais vu une analyse qui expliquait que les Toulousains avaient uniquement 2 vrais sauteurs en touche, et donc très difficile pour eux de surprendre les Bordelais avec des combinaisons en touche. Et donc les Bordelais ont réussi à piéger notamment les Toulousains dans ce secteur-là. On a aussi un Antoine Dupont qui n'a pas fait un très grand match. Qui est un peu dans le dur. Depuis aussi le tournoi destination, on avait vu que c'était compliqué sur la fin pour lui. Et en tout cas, on ne peut pas mettre cette défaite sur le dos des 30 minutes jouées en infériorité numérique. Forcément. Ça joue forcément, mais je pense qu'il a été un peu à l'image de son équipe. Il a eu tendance parfois à s'isoler, à partir dans le sens, puis à l'inverse sur les rucks. Et donc, je pense qu'il a un peu surjoué et que Hugo Mola n'a pas su dire à ses hommes de changer un peu le plan initial. Et les Bordelais ont parfaitement été le grain de sable dans la machine toulousaine. Et notamment tout ce qui concerne les rucks aussi, on a vu que je crois que la moitié des ballons sortis de ruck par Antoine Dupont, il a mis plus de 3 secondes à les sortir. Et on sait qu'au niveau international, un ballon qui met plus de 3 secondes à sortir, la défense en face, elle s'est déjà replacée. Donc très dur de faire des différences à ce moment-là. Et moi je trouve que Bordeaux a vraiment brillé aussi par certaines individualités. Maxime Lucu a fait un match plein, Cameron Woki a été très bon, Biel Biarré, on le connaît aussi, feu follet comme il a été excellent. Et je pense que Bordeaux ira en finale. Après, à voir face à qui.
peut-être le Leinster, c'est possible. Peut-être aussi Toulon, on ne sait Oui, jamais. parce que dans l'autre demi-finale, donc Leinster affrontera Toulon Ouais. et l'UBB hérite des Anglais de Bath, Oui, ça devrait être une formalité face à à Bath. domicile, du coup, en plus. Ouais, exactement. Mais Toulon, qui était quand même, je rappelle, 11e de top 14, hein, qui fait une saison très compliquée en top 14 pour l'instant, qui a réussi vraiment à se réveiller alors qu'on les attendait pas à ce niveau-là. Et qui peut se sauver, du coup. Et qui peut se sauver. Sa saison. Et peut-être que avec l'orgueil, ils iront jusqu'en finale. Et peut-être aussi qu'un match de top 14 en finale de Champions Cup, ça peut aussi faire peur aux Bordelais. Et pourquoi pas une victoire de Toulon. On n'en est pas encore là en tout cas, mais c'était un très beau réveil des Toulonnais. Soyons fous, rêvons un peu. On reste un tout petit peu encore en rugby. On va finir avec du rugby féminin. Arthur, notre équipe nationale jouait aussi le week-end dernier pour les 6 Nations. Et oui, pour l'ouverture des 6 Nations, l'équipe de France féminine s'est imposée 40-7 face à l'Italie au Stade des Alpes de Grenoble. Les Françaises n'ont jamais douté, le match a mis un peu de temps à se décanter, puisque seule Anaïs Grandot a inscrit un essai en première période, son premier avec l'équipe de France. C'est après la pause que les Bleus ont déroulé avec pas moins de 5 essais en 30 minutes. Les Italiennes dépassées ont sauvé l'honneur, avec un essai de Gaia Bousso à la 78e minute, mais cela n'a bien sûr pas suffi. Du côté des autres résultats, l'Angleterre s'est imposée 33-12 face à l'Irlande et l'Écosse a obtenu un précieux succès chez leurs voisins gallois, 24-19. Après cette première journée, la France et l'Angleterre sont en tête avec 5 points, suivis par l'Écosse, 4 points, et le Pays de Galles, 1 point. L'Irlande et l'Italie ferment la marche avec 0 points. Allez, on change, on finit avec ce volet rugby. On va faire un petit tour du côté du Soleil monégasque où se jouait une finale encore entre Costo à Monte-Carlo, Arthur. Et oui, pour continuer à parler de nos voisins italiens, direction la frontière à la principauté de Monaco, théâtre du Master 1000 de Monte-Carlo. Une édition remportée par l'Italien Yannick Sinner en 2-7, 7-6, 6-3, dans un nouveau duel au sommet contre l'Espagnol Carlos Alcaraz. Le numéro 1 mondial a breaké d'entrée son adversaire lors des 2-7, mais celui-ci a profité de son mental et des fautes directes de l'Espagnol pour renverser la situation. Avec cette victoire, Yannick Sinner remporte là son 27e titre, son 8e Master 1000 et reprend la place de numéro 1 à son adversaire du jour, Carlos Alcaraz. Allez, retour un peu plus au nord, sous le ciel plus ou moins gris de Paris, mais où beaucoup de monde, presque 60 000 personnes étaient réunies pour le marathon, tout simplement, Arthur. Et oui, sous le ciel gris de Paris, comme tu l'as dit, c'est l'Italien Yeman Berman Kripa qui s'est imposé en 2h05 et 18 secondes chez les hommes. Et chez les femmes, c'est Chouré Demisi qui l'a emporté en signant le record de l'épreuve en 2h, 18 minutes et 34 secondes. Félicitations tout de même aux 57 464 finishers de l'épreuve. Ah, tu les as comptés un par un. Bravo à toi en tout cas pour ce doc Excel de qualité, Arthur. Et on finira avec un détour par les États-Unis et une victoire encore marquante pour Rory McIlroy. Ce week-end avait lieu le Master d'Augusta, l'un des 4 tournois du Grand Chelem au golf, et c'est le Nord-Irlandais Rory McIlroy qui s'est imposé. Pourtant en retard après des premiers trous délicats, le tenant du titre a su garder son calme et refaire son retard petit à petit sur son principal adversaire, l'Américain Cameron Young. Avec cette remontada, Rory McIlroy remporte son 2e Master d'Augusta consécutif et le 6e majeur de sa carrière. Ouais, c'est pas rien. Merci Arthur là, pour ce beau tour des résultats. Avec donc vous l'aurez suivi normalement en première partie de soirée, la Ligue des Champions aussi, les qualifications du Paris Saint-Germain de l'Atlético Madrid, on l'a assez dit et je m'amuse encore à le répéter. On va marquer une première petite pause musicale ce soir dans cette émission du Campus Sport Club. Un petit son bien de chez nous sur Paris-Roubaix, c'est l'occasion, c'était le week-end de l'Enfer du Nord, ça n'arrive qu'une fois par an. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission avec les news, à tout de suite. De retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6, vous êtes en train d'écouter cette 24e émission de la saison 5 du Campus Sport Club. On vient d'en finir avec les résultats, des résultats bien riches présentés par Arthur. On se tourne du côté de Maxence pour les news cette semaine, tout de suite après son jingle. Les actus sportifs de la semaine, tout de suite dans le Campus Sport Club. Pour une fois qu'on est sans Théo, j'oublie quand même le jingle, mais c'est juste pour son ego, évidemment. Maxence qui connaît bien Théo, donc il n'y a pas de souci. Maxence, dans l'actu du jour, dans l'actu de ces derniers jours plutôt, on a eu une drôle d'histoire qui concerne les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec un haut dirigeant qui est un peu dans la mouise, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Pour démarrer cette chronique des actualités, il y a la démission attendue du vice-président du comité olympique français. Ça fait suite aux révélations du journal L'Équipe de ce samedi. L'enquête sur l'affaire des reliques des JO, comme elle a été nommée par le journal, met en cause Stéphane Atto, le responsable de la culture du CNOCF, dirigeait un business d'achat-revente de produits des JO 2024 sur eBay et Vinted. On pouvait retrouver des annonces comme une friche donnée, je cite, exclusivement aux athlètes paralympiques médaillés d'or.
à 700 €. Ou encore tout un tas d'autres objets récupérés à la tombée du camion d'après l'accusé. Et ce n'est certainement pas de bons augures pour l'organisation des JO d'hiver 2030 en France. Ouais, est-ce que vous, ça vous parle là? Vous avez envie de revendre tout d'un coup des petits objets? Vous aviez des souvenirs, vous, des JO 2024? On a eu des événements à Lille. Je sais pas si vous avez gardé peut-être déjà les petits gobelets. Vous avez vos gobelets quand même. On a gardé un peu des merch, ouais, des t-shirts même qu'on avait eu ou des trucs comme ça. Mais non, les revendre, non, moi ça me fait un souvenir matériel, j'aime pas trop revendre. Tu ferais pas ce genre de business, par exemple? Moi je suis pas dans ça, moi, personnellement. Ouais, t'es honnête. Ouais. T'es un homme intègre. Arthur, toi, t'as des souvenirs matériels des JO 2024? Non, pas matériel, surtout tous les souvenirs mémoriels et des bons moments passés à regarder les épreuves. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, oui, j'ai même pas posé la question si vous aviez pu aller sur des épreuves, que ce soit à Paris, à Lille, peut-être vous êtes allé à Tahiti, hein, je sais pas. Vous êtes allé Moi j'ai été peut-être voir le handball à Pierre-Mauroy. Ouais, moi, 4 bien. affiches. Alors, c'était C'était incroyable. t'avais un bon souvenir. C'est vrai que la disposition Pierre-Mauroy en demi-stade, donc salle, configuration, c'est à faire. Hein. Je trouve que suis allé voir un Danemark-Slovénie, c'était le match juste après France-Allemagne, le quart de finale. Donc je suis arrivé dans le stade, les gens sortaient en pleurant, c'était c'était fort hein, comme moment. Ça a dû être sympa. Marin, toi, t'as des souvenirs, t'as des souvenirs matériels des JO? Ah, moi j'étais pas là au JO, j'étais en vacances à ce moment-là, donc je suis en vacances. mais j'étais dégoûté en fait parce que Il y en forcément a qu'un qui regarde pas le calendrier qui voit. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais ça c'est mes parents, ils avaient tout loué avant, j'ai eu beau leur expliquer que les JO en France ça arrive pas tous les 2 jours, voilà, mais j'ai quand même regardé ces JO avec grande attention, ça a été un moment incroyable et effectivement moi peu de souvenirs matériels, mais je garderai en mémoire toujours tous ces souvenirs du judo avec les 90 kilos et Teddy Riner Oui. qui gagne la médaille pour la France, ouais. le triplé en VTT, les médailles de Léon Marchand, enfin tout ça, ça restera. Même le rugby à 7 avec Antoine Dupont, enfin c'était incroyable. Pour lancer la quinzaine Ouais, olympique, ouais, c'était. non, des milliers de souvenirs, j'en garderai, donc Bon, pas déçu de pas avoir de souvenirs matériels. tu t'es imposé et tu les as privés de télé, en tout cas, t'as mis les JO. J'ai imposé la dictature olympique. 24, pendant les 24. vacances, C'est bien, exactement. tu t'es bien rattrapé. Des émotions, il y en a aussi eu du côté de Paris-Roubaix, Maxence, et on a eu de très beaux résultats côté Audimat pour les 2 courses qui avaient lieu donc le même jour pour la première fois de l'histoire. Ouais, bien sûr, diffusé sur France 3, l'Enfer du Nord masculin a réuni 2,26 millions de téléspectateurs, soit 210 000 de moins que l'édition passée. Mais la course féminine a connu un grand bond dans les chiffres de médiamétrie. 1,72 million de Français suivaient la course sur France 3. Augmentation de 56% par rapport à l'édition 2025, c'est énorme. De très beaux scores pour France TV qui diffusait simultanément la rencontre de Champions Cup opposant l'Union Bordeaux-Bègles à Toulouse sur France 2. Le tout sur une journée sportive complètement folle avec le marathon de Paris, la finale de Monte-Carlo et la Ligue 1, comme en avait parlé Arthur Michel. Ouais, c'était un dimanche complètement foufou. J'étais en train de me poser la question si Marin avait réussi à mettre un œil sur le rugby et un œil sur Roubaix. J'ai réussi à mettre un œil sur rugby, un œil sur Roubaix. J'ai essayé de mettre un œil sur le tennis en même temps et de regarder le France-Italie en rugby C'est féminin. pour ça que tu louches depuis tout à l'heure. Ouais, en c'est fait. pour ça que là, je suis sous Doliprane depuis le début de l'émission. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'était une journée de sport incroyable sur France Télé, en plus, avec tous ces matchs et toutes ces épreuves à regarder gratuitement. Le petit bémol que je mettrais, c'est peut-être pour le 15 de France féminin. C'est vrai que, contrairement aux féminines en cyclisme, elles sont peut-être pas assez mises en avant. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait eu assez peu de communication sur ce côté-là. Mais Peu de com et moi, match à 13h30, j'ai pu me brancher dessus justement avant de m'intéresser au reste de l'actualité sportive. J'ai pu me délecter tranquillement en début d'après-midi devant les filles du rugby et c'était sympa quand même. ouais, c'est sûr. Et juste un petit dernier mot pour finir sur Roubaix et sur l'épreuve des femmes. Je pense que ça a aussi fait une belle audience parce que on fait enchaîner la course homme par la course femme juste après avec les mêmes commentateurs. Et donc ça incite forcément à rester sur la chaîne et c'est une très belle initiative de la part des Donc, organisateurs. une continuité aussi logique. Oui, bien sûr. Et puis je trouve que le cyclisme féminin, ça se regarde aussi bien que le cyclisme masculin. C'était tout aussi intéressant et avec quelque part une sorte d'enterrement de première classe, hein, parce que les Jumbo, elles ont fini toutes les deux au pied du podium, mais c'était vraiment sur une le course podium, sympa. mais derrière, Oui, derrière la vainqueur. derrière l'Allemande, oui, effectivement. L'Allemande Franziska Kor. En parlant de femmes, on reste dans le sport féminin et c'est un moment d'histoire qui s'est écrit dans le football allemand. Maxence, tu nous en dis plus. C'est ça, on entame la page football de cette chronique avec une grande première. Marie-Louise Eta devient la première femme entraîneuse d'un club masculin des 5 grands championnats européens. L'ex-joueuse pro de 34 ans a animé son premier entraînement aujourd'hui dans le club de l'Union de Berlin. Et si on revient sur son parcours, elle avait rapidement mis un terme à sa carrière de joueuse à cause de blessures à répétition. Et ensuite passée par les staffs techniques du Werder de Brême et de l'Union. Et elle aura pour mission principale de maintenir le club berlinois dans l'élite
Elle dispose pour ça d'un matelas confortable de 7 points sur le barragiste à 5 journées de la fin du championnat. Et pour elle, il y a peut-être aussi la volonté d'assurer l'intérim et de garder son poste pour la saison prochaine. En France, on avait déjà vu une situation similaire en Ligue 2. Est-ce que vous sauriez me dire sur le plateau de quel club et de quel coach on parle ? Et Corinne Diacre, la Clermont. C'est ça, bien vu Arthur. C'est Corinne Diacre qui était à la tête du Clermont Foot 63 pendant 3 saisons complètes de 2014 à 2017. Il continue de marquer des points Arthur ce soir. Il répond bien aux questions pendant Liverpool T'es PSG. supporter de Stade Malherbe-Caen, la Ligue 2, c'est normal. C'est un classique. Tu te souviens aujourd'hui Corinne Diacre qui est toujours entraîneuse des Marseillaises. C'est ça. Ouais. Donc l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille. En D1 Arkema. En D1 Arkema du coup. Et donc elle a été sélectionneuse de l'équipe de France, féminine aussi pendant pas mal d'années. Mais du coup elle n'a jamais entraîné elle, comme tu le disais, dans un grand championnat comme la Ligue 1. Oui, au niveau masculin. Oui. Niveau masculin. Oui, voilà. Mais oui, sous-entendu masculin, effectivement, dans le Big Four, Big Five même plutôt. Donc c'est une grande première pour Marie-Louise Eta et ça fait plaisir. On commence à avoir aussi effectivement de plus en plus de visages féminins, que ce soit à l'arbitrage, que ce soit au niveau des bancs de touche aussi, et donc des adjoints. Ça se développe bien dans tout ça. On reste justement dans l'arbitrage. J'essaie de trouver une passe, j'arrivais pas à faire le liant, tu vois, je l'ai trouvé avec une décision aussi. Une grande première qui a eu lieu en Ligue 1 dimanche soir lors du match Lyon-Lorient, Maxence. Ouais, c'était finalement le week-end des premières. Ce dimanche 12 avril a eu lieu la toute première décision arbitrale annoncée au micro en Ligue 1. L'ensemble des spectateurs et téléspectateurs de Lyon-Lorient ont pu entendre l'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien, expliquer sa décision et invalider un potentiel pénalty lorientais. La sonorisation des arbitres est une question encore très débattue à toutes les échelles en France, déjà bien implantée dans le rugby. Ce n'est pas la première fois que le sujet toque à la porte du ballon rond. Les arbitres ne sont pas tous favorables, mais ça pourrait être un bel ajout pour la compréhension du jeu et surtout pour les fans présents en tribune qui n'ont pas accès au ralenti. Le dispositif était déjà en place pour une rencontre de la journée précédente, mais l'arbitre de PSG Toulouse n'en avait pas eu recours et la généralisation du dispositif n'est donc pas encore actée. Et avant de vous demander votre avis, Paulo Fonseca a réagi juste après le match au micro de Ligue 1+. C'est très positif pour le coach lyonnais. Et Pierre Lesmelou, cadre du Paris FC, s'en est réjoui aussi auprès du journal de l'équipe. Vivement la sonorisation. Et vous, messieurs, quel avis sur le sujet ? C'est évidemment une bonne chose, je trouve. Le rugby a assez prouvé comme ça. Même on peut penser aussi au basket en NBA quand les arbitres annoncent la décision par micro. Vraiment, c'est une bonne chose. Vraiment, le foot s'améliore. Et je suis très content de cette amélioration en Ligue 1. Franchement, il faut poursuivre comme ça. Ouais, il faut prendre exemple là où ça se fait bien au rugby, au basket. Tu citais Malo, c'est génial, c'est très satisfaisant aussi. Quand bien même on n'est pas d'accord, mais au moins l'explication elle est claire, elle est limpide pour tout le monde. Et au moins les gens ne sont pas tous frustrés et stressés d'une situation qui aurait été mal jugée ou déjugée ou qui aurait souffert d'une interprétation un peu erronée. Et là, au moins, même si elle est erronée, elle est affirmée, elle est donnée tout de suite à l'antenne. Est-ce que, Marin, aussi avec le rugby, t'es habitué à ça? Ouais, bien sûr, mais au rugby, je trouve que c'est nécessaire et très certainement plus qu'au foot. Et je pense que c'est pour ça que c'est arrivé dans le rugby en premier, parce que le rugby, il y a tellement de règles particulières, de subtilités, de sujets d'interprétation que... Et un sport aussi, j'ai l'impression, de contact de masse. Donc tout se joue vraiment dans des comment ça se joue vraiment sous le nez de l'arbitre. Et donc même sur des écrans, sur des caméras dans les stades, on ne peut pas tout distinguer, tout discerner. Et c'est là que l'arbitre est important pour la compréhension du jeu. Ouais, effectivement. Et donc je pense que c'est très bien pour le foot. L'arbitre, il a un rôle de faire appliquer les règles sur le terrain, mais c'est bien aussi qu'en tribune, on soit informé. Ça permet, je pense, de réduire les tensions. Et puis aussi, un point qui est beaucoup plus anecdotique, mais qui est toujours sympa, c'est, je trouve que en tout cas Canal+ le fait pas mal en top 14, de diffuser les discussions entre arbitres et joueurs. Ça rajoute aussi de la proximité avec les joueurs, du contenu qui peut être sympathique à regarder. Et puis je trouve que ça rappelle aussi que le sport, ça n'est qu'un jeu, et que donc quand on a aussi des conversations détendues entre arbitres et joueurs, on a pas mal de fois ça. Ça humanise un peu les gens. Ça humanise les choses, et ça peut aussi rappeler que le foot, c'est un jeu, et même s'il y a beaucoup d'enjeux et du supporterisme, malgré tout, ça reste juste des mecs qui jouent au ballon avec un arbitre qui n'est pas là pour les embêter, mais aussi pour faire en sorte que le jeu se déroule bien. Donc pour moi, c'est une super décision. Arthur aussi, tu rejoins leurs avis? Ouais, je suis d'accord que c'est une bonne idée, mais pour moi, ça règle pas le problème de fond, surtout dans le foot, qui sont des règles un peu trop floues, notamment au niveau des mains. Et bon, on sait que la VAR, il y a aussi des débats
Pour moi, il ne faut pas se cacher derrière cette sonorisation, comme quoi ça va régler Non. tous les problèmes du Mais foot. ça ressemble à un pas en avant, en tout cas, Oui, c'est sûr. dans les rapports aussi spectateurs-match et arbitre-joueur. J'ai l'impression que Puis, ça peut comme aider. tu le tout disais, ça. ça va humaniser un petit peu le débat entre joueurs et arbitres, parce qu'on sait qu'au foot, les discussions entre arbitres et joueurs sont souvent très compliquées. Donc là, que tout le stade entende la décision de l'arbitre va aider à mieux comprendre. Déjà, par rapport au dialogue sur le terrain, il y a eu d'appliquer cette règle où désormais c'est les capitaines qui sont les seuls à pouvoir aller prendre la parole auprès de l'arbitre. Mais on voit quand même beaucoup de joueurs continuer à se plaindre. Et dans un sens, peut-être je vais être un peu radical, j'aimerais que plus de biscottes soient sortis pour calmer un peu les ardeurs de chacun. Je sais pas ici si vous me rejoignez dans l'esprit ou... Oui, ça a été le cas Comme, ce soir. le rugby, évidemment, on reprend encore des bonnes bases de l'arbitrage, la méthode rugby. En tout Encore qu'au rugby, on en voit aussi des contestations de d'autres joueurs. Il ne faut pas non plus blanchir absolument le tableau. En Non. rugby aussi, il y a de la contestation. Il y a aussi parfois de la simulation. Il y en a moins qu'en foot, évidemment. Mais Le vice dans le sport a toujours été. Bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Mais les choses sont un peu plus saines. En tout cas, les rapports de force sont aussi plus sains. Tu voulais dire, pardon, Maxence. Ouais, pour les biscottes sorties pour des contestations de joueurs qui ne sont pas des capitaines, j'ai un très mauvais souvenir l'année dernière de Moatassem Al-Mousrati pour l'ASM qui avait été expulsé suite à une contestation. Et rien que ce soir, quand on commentait, Konaté a pris un carton jaune suite à aussi une protestation envers l'arbitre. Oui, d'accord. Donc là-dessus, toi, t'es pas. Dans un sens, c'est quoi? C'est t'es d'accord ou non tu... Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et il faut que surtout que quand c'est aussi véhément que Konaté tout à l'heure ou Moatassem Al-Mousrati la dernière fois. Quitte à même en enchaîner deux coup sur coup, peut-être aussi, si ça devenait violent verbalement, en tout cas. C'est un peu comme l'anti-jeu dans le foot où le joueur pousse le ballon ou se met devant la touche. On a vu avec l'Atlético où les ramasseurs de balles mettent un deuxième ballon sur la pelouse. Il faudrait là aussi sanctionner un peu plus. D'ailleurs, j'y repense, là, j'ai cru voir et comprendre que pour la Coupe du Monde 2026, la FIFA allait tester de nouvelles règles aussi, que ce soit sur la vitesse de changement, de remplacement des joueurs, sur les sorties sur blessure, de faire rentrer le joueur au bout d'un certain temps pour éviter que tout le monde ne s'écroule au sol pour le moindre pépin. J'ai l'impression que ça peut aussi faire avancer les choses. Ça va être un beau petit laboratoire et ça peut être aussi, à l'inverse, un beau foutoir. Ce mondial 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. On reste du côté de l'Amérique et on finira ces news avec une info qui nous vient de la NBA, Maxence. Ouais, le journal états-unien New York Times a publié son traditionnel sondage auprès des joueurs NBA sur la course au MVP. On avait eu un débat à ce propos la semaine dernière dans le Campus Sport Club et le moins qu'on puisse dire, c'est que les joueurs de NBA ne sont pas forcément d'accord avec nous. Les prestations de Wembanyama ne convainquent que 5% des votants et Shai Gilgeous-Alexander, SGA, trust le sondage avec plus d'un tiers des 159 votes exprimés. Derrière lui, il y a Nikola Jokic avec 21% des voix, puis un trio Doncic, Brown et Cunningham avant de retrouver notre Wemby. S'il reste encore quelques matchs, le MVP pourrait déjà être connu avec ce sondage. Ça fait maintenant 3 saisons consécutives que les joueurs élisent la même individualité que les 100 journalistes qui composent le vrai jury. Bon, on a déjà donc peut-être des vraies bonnes pistes. Merci Maxence en tout cas pour nous rendre au courant de l'actualité. Petite pause musicale à nouveau pour ensuite attaquer comme il se doit les dernières minutes de cette heure d'émission puisque nous on est là depuis 21h donc ça fait 3 heures. On commence à en avoir pas mal. Allez, je suis tombé dans ma discothèque sur un petit Skip the Youth, Ghost, tout de suite sur Radio Campus Lille. On se fait un petit plaisir, on revient juste après ça. De retour en direct sur Radio Campus Lille pour la fin de ce Campus Sport Club, une émission qui sera disponible dès minuit 1 en replay sur campuslille.com et dans la journée de mercredi sur YouTube, Spotify, Deezer évidemment. C'était Skip the Use, Ghost à l'instant dans notre émission. On va pouvoir attaquer les dernières minutes de cette longue et bien riche soirée. On va faire un petit retour en enfer, clin d'œil à Paris-Roubaix avec Marin. Je ne parle pas de la personne évidemment, je parle bien de la chronique en question. On va revenir sur un sacre qui rappelle celui qui s'est produit dimanche, celui de Wout van Aert. On va revenir quelques années avant. Il y avait déjà Wout van Aert dans ce peloton de Paris-Roubaix, mais ce n'est pas lui qui s'est imposé, c'est un autre Belge bien connu des classiques flandriennes. Ouais, effectivement, c'était il y a 6 ans, jour pour jour, le 14 avril 2019, où le Belge Philippe Gilbert remporte Paris-Roubaix. Alors Philippe Gilbert, à ce moment-là, il a 36 ans, il approche de la fin de sa carrière.
Philippe Gilbert, pour rappel, c'est un des plus grands coureurs du 21e siècle. Il est champion du monde en 2012. Il a gagné de très nombreuses classiques, dont 3 monuments. Tour de Lombardie à 2 reprises entre 2009 et 2010. Liège-Bastogne-Liège en 2011. Le Tour des Flandres en 2017. Il comptait d'autres classiques illustres. Paris-Tour, l'Amstel Gold Race qu'il a remporté 4 fois. La Flèche Wallonne, la Classique Saint-Sébastien, le Grand Prix de Québec, l'Estrade Bianche. Enfin bref, c'était un coureur d'une très très grande classe. Il avait aussi gagné 3 étapes sur les 3 grands tours. À l'origine, il avait un profil plutôt de puncher, c'est-à-dire un coureur très explosif dans les petites côtes, capable de finir très très fort les courses. Mais en vieillissant, il a su s'adapter et devenir un coureur plutôt type flandrien, c'est-à-dire plus puissant physiquement, endurant et bon sur les efforts longs. Et donc cette course, elle se déroule le 14 avril 2019. Il fait 3 degrés le matin au départ de Compiègne. La course va être très difficile, le vrai enfer du Nord. Pour le départ de ce Paris-Roubaix, on a de grandes stars alignées. Sagan, Van Avermaet, le champion olympique, Philippe Gilbert et Lampard, son équipier, Nils Politt, John Degenkolb. Bref, la course est promise à un résultat Du beau monde et impressionnant. d'anciens vainqueurs, surtout de Paris-Roubaix, des fins vainqueurs. connaisseurs des pavés du Nord. Et notamment Peter Sagan, qui est à ce moment-là l'immense favori au début de la course. La course est très dure et rapidement, une échappée de 6 coureurs parvient à se former à 48 km de l'arrivée entre les secteurs très difficiles d'Auchy-les-Orchies à Bercé et de Mont-Saint-Pével. Et les 6 coureurs qui s'échappent ne sont pas n'importe qui, ce ne sont que des grands noms. Peter Sagan, Philippe Gilbert, son coéquipier Yves Lampard, Nils Politt, Seb Van Mark et le jeune Wout van Aert, 25 ans à l'époque, qui sera lâché à 21 km de l'arrivée et qui finira 22e. Il aura complètement explosé sur cette édition-là. Il aura craqué. Ouais, mais ce sera pour mieux rebondir 6 ans plus tard. Mais ça, il ne le sait pas encore pour l'instant. À 13 km de l'arrivée, Gilbert et Politt s'isolent dans le secteur de Gruson, un secteur pourtant peu difficile, 2 étoiles, avec la possibilité de rouler sur les bas-côtés, donc de ne pas rouler sur les pavés. Mais Sagan craque complètement et Lampard fait parfaitement la cassure pour son leader Gilbert. Donc Gilbert et Politt se retrouvent tout seuls en tête. Politt, le leader, le rouleur, on le sait, est un très bon coureur, mais pas forcément le plus fin des coursiers. On se rappelle qu'il avait perdu dans un sprint à 2 face à Jérôme Cousin, faut le faire. Et donc Gilbert, malgré l'immense tension qu'il ressentait en arrivant sur le vélodrome, se dit qu'il a sa chance au sprint. Et effectivement, les deux lancent le sprint et Gilbert réussit à le coiffer au poteau sur un sprint court, à peine 250 mètres. Et on le voit hurler de joie sur la ligne d'arrivée et finir en pleurs. Il déclare notamment à l'arrivée « Ça m'est déjà arrivé de finir en pleurs, mais avoir une aussi forte émotion, c'est la première fois. Quand tu gagnes au sprint, l'explosion de joie est beaucoup plus forte, car tu sais que tu as gagné seulement quand tu passes la ligne, et il n'y a que là que tu peux profiter. Pour mes autres grandes victoires, je suis arrivé seul. Lorsqu'on sait qu'on va gagner, on a des émotions différentes. Aujourd'hui, j'avais le doute, jusqu'à 200-150 mètres. Ce n'est qu'à 100 mètres que je me suis dit et que je ne voyais que l'avant de sa roue, il parle de Nils Politt, mais j'ai continué jusqu'au bout pour être sûr, une victoire véritablement à l'arraché pour le roi des Belges, Philippe Gilbert. C'est vraiment pour lui une victoire de légende, déjà pour son âge avancé, 36 ans je le rappelle, et puis aussi pour sa reconversion. C'est jamais anodin pour un coureur qui a gagné des courses plus punchy comme le Tour de Lombardie ou Liège-Bastogne-Liège de savoir se réinventer et gagner sur une course aussi différente que Paris-Roubaix. Et aussi dur. Et aussi dur, évidemment. Paris-Roubaix qu'il avait couru, je crois que c'était seulement la 3e fois de sa carrière qu'il le courait. Donc vraiment, c'est... Tadej devrait prendre note. Tadej devrait prendre note, effectivement. Et pour parler de Tadej et des records de victoire, il a égalisé Sean Kelly et Louison Bobet, par exemple, en gagnant 4 monuments dans sa carrière. Il a également fini 2 fois 3e de Milan-San Remo, donc il a été pas loin de faire la passe de 5. Avant Pogacar, c'était lui qu'on pressentait capable de gagner les 5 monuments dans sa carrière. Et de rejoindre Eddy Merckx, Roger de Vlaminck, Rick Van Looy. Exactement. La Sainte Trinité. Mais Milan-San Remo, on le sait, c'est peut-être le profil le plus simple, mais la course la plus dure à gagner. On peut quand même se dire que Philippe Gilbert était le meilleur classic man du XXIe siècle avant peut-être Tadej
Pogačar, 4 monuments dans des registres très différents. D'abord meilleur puncher du monde, il devient un grand Flandrien. Et effectivement, maintenant, Gilbert a échoué à gagner les 5 monuments dans sa carrière au XXIe siècle. Peut-être Pogačar réussira-t-il l'impossible qui n'a été gagné, tu le rappelais, que par 3 coureurs belges, De Vlaeminck, Van Looy et Eddy Merckx. Ouais, c'est une très belle histoire. Merci de nous replonger en 2019, du coup, juste avant le Covid, Paris-Roubaix qui avait été annulé en 2020 en plus. Donc, c'était le dernier vainqueur avant Covid. Et c'est sans nous rappeler, en fait, finalement, ce qui s'est passé pour Van Aert. Je ne sais pas, vous qui découvrez peut-être cette course, cette histoire, ce scénario. Ça ressemble un peu aussi au scénario Van Aert-Pogačar, à finir à 2 au Vélodrome après avoir lâché tout le monde à 20 km de la ligne et que le Belge, des deux, le Belge l'emporte. D'autant que Nils Politt aujourd'hui est équipier de Tadej Pogačar. C'est un beau pied de nez aussi à l'histoire. Hein. Ouais, aussi, ouais, c'est sûr. Et après, peut-être que Politt, il se plaît plus dans ce rôle d'équipier Maintenant, aujourd'hui, oui. que dans le rôle de leader. En tout cas, je pense que au niveau de sa lecture de course, il est moins embêté en tant qu'équipier qu'en tant que leader. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on l'a oublié parce que Nils Politt, on le voit aujourd'hui faire le train en montagne, mais c'était vraiment un coureur très très prometteur dans le domaine des classiques. Et même s'il reste évidemment très solide dans ce domaine-là, il a un peu baissé dans la hiérarchie mondiale actuelle. Voilà, tout à fait. Merci en tout cas pour ce bref retour en arrière. On va pouvoir finir cette émission avec Malo et tout de suite les immanquables du CSC. Que regarder cette semaine sur le Certain Sport, voici les immanquables dans le CSC. Et qu'une fois n'est pas coutume, on en a bouffé du football, mais il y en a encore un petit peu demain, s'il te plaît, avec les autres quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Et oui, les quarts de finale retour se poursuivent demain soir avec tout d'abord le choc Bayern Munich-Real Madrid. Les Madrilènes sont condamnés à un exploit après avoir été totalement dominés lors du match aller et la défaite 2-1 en Espagne. Rendez-vous à 21h à l'Allianz Arena de Munich ou sur Canal+, pour le chapitre 2 de cette rencontre haletante. Le vainqueur affrontera donc... Adrien, j'ai oublié. Le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, bien sûr. En demi-finale. Difficile d'oublier quand même. Ouais, mais je confondais entre Paris et Atletico. Et un dernier quart de finale du côté de l'Angleterre. Et dans le même temps, à Londres, sur la pelouse de l'Emirates Stadium, Arsenal reçoit le Sporting Portugal, sûrement l'affiche la plus incertaine de ces quarts entre le leader de la Première Ligue qui voit son avance fondre en championnat et le second de Liga portugaise qui rêve encore de dépasser le FC Porto. Les Gunners ont remporté le match aller 1-0 et ont l'avantage. Le club qualifié fera face donc à l'Atlético en demi. La rencontre est à suivre sur Canal+ Foot. Et pour finir la petite page européenne, on a encore un club français aussi en lice, à part le Paris Saint-Germain. Et oui, Strasbourg qui reçoit Mayence à la Méno pour son match retour de Ligue Conférence. Les Strasbourgeois défaits 2-0 à l'aller devront donc réaliser une remontada pour voir le dernier carré. Le match est à suivre, encore une fois, jeudi à 21h sur Canal+. Il y a encore un peu de Ligue 1 aussi ce week-end, il y a une nouvelle journée qui se dessine et là, pas de match reporté, ne vous inquiétez pas, on aura bien nos 9 affiches. Et oui, place la Ligue 1 où la course à l'Europe s'intensifie. Seulement 4 points séparent Lille 3e de Monaco 7e. Le LOSC, l'équipe en forme du moment, est en train de conserver sa 3e place face à Nice samedi à 21h05 au stade Pierre-Mauroy. Les hommes de Bruno Genesio, invaincus en championnat depuis le 1er février, sont à suivre sur Ligue 1+. Plus tôt dans la journée, l'OM se déplacera à Lorient à 17h, avec pour objectif de gagner et ainsi mettre la pression sur les Dogs qui n'ont qu'un point d'avance. Enfin, 2 chocs du haut de tableau se joueront dimanche. Strasbourg-Rennes à 17h15 au stade de la Méno. Les Rennes 6e peuvent espérer grimper à la 4e place et distancer le Racing. De son côté, l'Olympique Lyonnais 5e jouera au Parc des Princes à 20h45 pour affronter le PSG dans l'affiche de cette 30e journée de Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont beaucoup plus à perdre que les Parisiens qui voudront tout de même consolider leur avance sur le RC Lens qui reçoit Toulouse vendredi à 20h45. Des matchs à suivre là encore sur Ligue 1+. Et on rappellera aussi en football féminin le match revanche de l'équipe de France féminine qui a perdu tout à l'heure 2-1 contre les Pays-Bas. C'est les Françaises qui recevront pour la 4e journée de cette phase à élimination pour la Coupe du Monde 2027. Rendez-vous à l'Abbé des Champs d'Auxerre, rencontre à suivre samedi 21h sur W9. Et en parlant d'équipe de France, on en a une autre qui joue ce week-end en rugby, Malo. Et oui, c'est ça, les Bleus du rugby qui ont démarré fort leur tournoi de destination. Et donc vont maintenant affronter le Pays de Galles samedi à 16h35. Au Arms Park de Cardiff. Le 2e match des joueuses du nouveau sélectionneur François Ratier est à suivre sur France 2. L'Angleterre, l'autre grand favori à la victoire finale, affronte l'Écosse ce même samedi à 14h30 dans un match qui sera diffusé sur la plateforme France.tv. Si tout se passe bien, le tournoi se jouera comme chaque année entre Françaises et Anglaises qui s'affronteront le 17 mai en France lors de la dernière journée dans un match aux allures de finale. Les Bleus espèrent un autre sort que l'année passée et leur défaite d'un petit point seulement
face aux Anglaises, les condamnant ainsi à la 2e place. Et on finira avec les sports collectifs par le ballon orange et les parquets NBA, Malo. Et oui, parlons NBA, car plus précisément les play-in, qui ont pour but de distribuer les derniers tickets pour les playoffs à 2 équipes de chaque conférence, parmi les équipes ayant terminé de la 7e et la 10e position de la saison régulière. Les premiers matchs ont lieu cette nuit, donc pour les couches tard, notez bien, les Charlotte Hornets reçoivent le Miami Heat à 1h30 heure française, et les Phoenix Suns accueillent les Portland Trail Blazers à 4h. Les rencontres sont à suivre sur Amazon Prime Video ou sur le site de la NBA pour les abonnés. Et on finira avec une course d'endurance, on parle de moto et du Mans. Et oui, ce sont les 24 heures du Mans moto qui approchent, et comme chaque année, c'est un événement majeur du sport automobile. Cette course mythique se déroule du 16 au 19 avril sur le circuit Bugatti, avec les essais libres jeudi matin, puis les essais qualificatifs jeudi après-midi et vendredi matin, avant le départ samedi à 15h de la course. 5 trios de pilotes au service de 5 constructeurs se disputent la victoire. Il s'agit de BMW, Honda, Kawasaki, Suzuki et les tenants du titre Yamaha. Ces 24 heures du Mans sont à suivre en intégralité sur la chaîne L'équipe et sur Eurosport. Merci Malo pour ces immanquables, merci à vous 4 pour cette belle et longue soirée. Là, on a bien bouffé, je vois les petits yeux aussi, je pense qu'on va aller en profiter. Moi, il y a les play-in de NBA qui m'attendent, donc je vais peut-être faire le fou. Merci Marin, merci Maxence, merci Arthur et merci Malo pour cette soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, vraiment, c'était génial, une soirée pleine et franchement, alors je ferai pas ça à chaque fois que je viens ici, mais, Moi non plus. mais honnêtement, c'était une super expérience, ça m'a fait super plaisir de faire ça avec vous les gars, franchement. Ouais, c'était super, franchement, merci à tous, c'était super. Et merci encore à toi, Adrien, de nous inviter à chaque fois. Ça, merci à toi. Merci à toi, on prend du plaisir à chaque fois, donc c'est super. C'est plus important. Merci à celles et ceux qui nous auraient écoutés. Le Campus Sport Club vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 23h minuit. Et d'ici là, je vous dis évidemment, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.